mode présentateur. Voilà. Là, c'est bon. All right, écoutez, mesdames et messieurs, je suis Moussa Komara. Je pense que vous avez déjà reçu au moins un mail de moi ou un message de moi. OK, donc Moussa Komara, coach en entrepreneuriat, expert, appui aux entreprises. Je suis ivoirien, je suis connecté là, je vous rejoins depuis Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Pour ce qui s'agit de ma formation, à la base, j'ai une formation en comptabilité, en économie, voilà, en finance, OK. Diplômé de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, voilà, juste pour faire un peu, présenter un peu mon origine en termes, mon origine estudiantine. Et aussi, voilà, j'ai roulé ma bosse dans pas mal d'entreprises en tant que responsable financier, contrôleur de gestion, avant de déposer mes valises depuis 2012, mes valises de compétences au sein d'une institution d'accompagnement de référence en Côte d'Ivoire. Voilà où depuis donc 2012, j'occupais les fonctions de chef de département appui au conseil aux entreprises. Et depuis la fin du premier trimestre de cette année, je suis chef de département innovation marketing et communication dans cette institution qui est dédiée d'une manière générale à l'accompagnement aux entreprises. Donc, on peut le constater, plus de 10 années à pratiquer le consulting et le conseil pour les entrepreneurs, donc des centaines, on va dire des milliers d'entrepreneurs donc, que j'ai accompagnés au quotidien jusque-là. À côté de cela, également, de manière privée, j'ai accompagné des structures dans leur développement donc commercial, dans leur croissance, voilà. Et donc, voilà, c'est pas mal d'expériences aujourd'hui qui m'emmènent donc à pouvoir partager avec vous, OK, certaines informations et échanger avec vous sur certaines informations, certains aspects liés à l'entrepreneuriat et notamment avec cette thématique centrale qui est les 5 clés pour réussir en entrepreneuriat en 2023. Alors, ce n'est pas un cours, c'est vraiment un cadre d'échange entre nous. Et c'est un peu ça, cet esprit aussi qu'on essaie de maintenir à travers notre groupe Telegram. J'espère que vous y êtes tous. Voilà. Donc ça, c'est pour ma présentation. Ce que je vais vous demander, c'est d'être le plus possible focus pour cette webconférence qui va durer 1h30 maxi. D'accord? Et ce que je vous demanderai de faire, c'est d'avoir peut-être de quoi boire à côté, d'avoir de quoi noter surtout parce qu'on va partager pas mal d'informations et de mettre en veilleuse tout ce qui pourrait vous déranger. Je sais qu'on est en pleine Coupe du Monde, je ne sais même pas quel est le match qui se déroule actuellement, mais je vous demande tout simplement de rester concentré pour cette webconférence parce qu'il y a pas mal d'informations assez intéressantes que nous allons partager ensemble. Voilà, donc ça c'est moi pour ma présentation. Je voudrais vous donner la possibilité, peut-être en réagissant dans le chat, pour éviter que ça fasse trop de bruit. Est-ce que vous pouvez saisir tout simplement dans le chat depuis quel pays vous êtes connecté, depuis quel pays ou depuis quelle ville vous êtes connecté. Voilà, et comme ça, on va voir un peu la diversité des personnes qui sont là. Vous pouvez réagir dans le chat. Il y a une bulle, je crois, voilà, sur si c'est le mobile que vous utilisez, si c'est l'ordinateur, c'est toujours aussi, il y a une bulle conversation, vous pouvez écrire dedans. Alors, je vois Traoré Sénégal. Merci Traoré d'être là. Freddy Ibonga, Côte d'Ivoire, j'aurais dit Congo, hein, Freddy. Merci d'être là, Freddy. Il y a Abdul qui s'apprête à écrire. Ça sera une rencontre assez interactive, hein, mesdames, messieurs. Aïchatou du Mali, merci Aïchatou d'être là. Ouattara, Côte d'Ivoire. OK, Yakou, Congo-Brazza. Décidément, Ibonga, Côte d'Ivoire et Yakou, Yacouba Ouattara, Congo-Brazza. Merci, c'est tout ça l'Afrique. Denise, Côte d'Ivoire. David, Burkina Faso.
Et Biba, Firmin, depuis Abidjan, merci Firmin d'être là. Guy Stéphane, Côte d'Ivoire. Kwaku Kosonou Pierre, depuis la Côte d'Ivoire. Ben merci. Merci hein, pour ceux qui ont pu réagir. Merci dans tous les cas à tout le monde d'être là. J'aurais besoin d'une petite assistance, d'accord, parce que là, je suis obligé de laisser mon slide, de venir lire les messages. Et comme ça sera une rencontre interactive, est-ce qu'il y a quelqu'un de volontaire qui pourrait tout simplement m'aider? Parce que souvent, je vais poser des questions et tout ce que cette personne devra faire, c'est juste lire les réponses, OK, dans le chat en disant peut-être telle personne a écrit ceci, simplement. Hein, donc, rien de très compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien se soumettre à cet exercice? Moi, ça va m'éviter chaque fois parce que là, je suis obligé de réduire mon slide et venir lire les messages. Ça va m'éviter de faire cette gymnastique-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un de volontaire, un volontaire ou une volontaire pour faire cela? Juste vous assurer qu'il n'y a pas trop de bruit derrière vous. Voilà, et que vous pouvez être avec nous jusqu'à la fin de la webconférence. J'ai besoin d'un assistant ou d'une assistante juste pour ça, juste pour lire les retours que nous font les amis et les frères dans le chat. Est-ce que je peux avoir un volontaire ou une volontaire? Je vois le retour de Chance Kinshasa, merci, Chance d'être là. Je vois Abdoul, connecté depuis Abidjan, Abdoulaye Kamara. Voilà. J'attends d'avoir mon volontaire. Est-ce qu'il y a un volontaire? Vous pouvez juste écrire dans le chat, volontaire simplement. Et puis, je vais vous donner la possibilité donc de prendre la parole. Et puis, voilà, de pouvoir m'assister comme ça de manière interactive. Et ce sera top. Abou de la Côte d'Ivoire, merci. J'ai juste besoin d'un volontaire pour lire les messages pendant que je serai en train de faire passer les slides, OK, de mon PowerPoint pour ne pas que j'ai à faire la gymnastique. Est-ce qu'il y a quelqu'un de bien aimable? Vous êtes tous aimables. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un de bien aimable qui pourrait m'aider à cet effet? Souleymane depuis le Mali, merci Souleymane. Alors, Abou est volontaire. Merci, Abou, pour ta sollicitude. Abou, je vais te donner la possibilité de prendre la parole et comme ça, on peut converser. Donc, je te retrouve rapidement dans la liste des... Voilà, je te donne la position de présentateur. Alors, Abou, c'est bon, tu peux ouvrir le micro et prendre la parole? Ouais, bonsoir, coach. Bonsoir, Abou. C'est bien, Abou, hein, c'est ça? Oui, coach. Oui, c'est bien ça. Super, Abou. Alors, merci pour ta sollicitude. Alors, Abou, comme j'ai dit, ça sera un échange très interactif. Donc, de temps en temps, je vais poser des questions à l'audience. Ils vont réagir dans le chat. Tout ce que je te demande, c'est de lire le nom de celui qui a écrit et puis la réponse qu'il a donnée, tout simplement. Et puis, on va avancer comme ça, Abou. D'accord? OK, coach. Et aussi, permets-moi de te tutoyer. Si tu constates que le son n'est pas bon, qu'on ne m'entend pas, n'hésite pas à m'interpeller pour que je revienne sur, sur ce qui est dit. Et aussi, quoi d'autre encore? Non, je pense que c'est ça, hein, d'une manière générale. Voilà. Quand tu n'es pas en train de prendre la parole, il faut juste couper ton micro. OK, coach. Est-ce que là, mon écran est toujours visible et bien partagé? Oui, coach. OK. Alors, je reprends. Apparemment, enfin, ça, c'est plutôt ma caméra, mais pas mon écran. Donc, je reviens sur le slide. Voilà, là, c'est bon. Super. Je crois que là, c'est parfait, non? Abou, c'est bon? C'est parfait? Oui, coach, c'est parfait. Super. S'il y a autre chose que les slides aussi qui s'affichent, n'hésite pas à me le faire savoir parce que j'ai des petites notes à côté, mais qui ne concernent pas l'audience. Franchement, ça, c'est des notes personnelles. Donc, il faut juste que ce soit le slide et ma caméra. Alors, mesdames et messieurs, ce que nous allons aborder durant ce webinaire, encore une fois, merci d'être là. Et ce webinaire, on va aborder donc la thématique, c'est quoi? C'est les 5 éléments fondamentaux
les 5 éléments clés, les 5 clés pour réussir en entrepreneuriat en 2023. D'accord? Donc, pas mal de choses que nous allons aborder. Nous allons parler des mythes de l'entrepreneuriat. On va parler également de quoi? Des principes, hein, et des méthodes qui sont adoptées par les entrepreneurs experts, qu'on les appelle les entrepreneurs à succès. Et puis, on va rentrer aussi dans le vif du sujet. Donc, en définitive, c'est quoi ces 5 clés, ces 5 piliers que les entrepreneurs adoptent d'une manière générale pour réussir et que également vous pouvez adopter pour réussir en 2023. Le clou de cette webconférence sera la présentation de notre programme de formation et de coaching pour faire de 2023 une année pleine de réussite pour vous, surtout sur le plan entrepreneurial. Alors, la présentation, hein, vous allez voir par endroits que peut-être elle n'est pas parfaite parce que on est encore en train de la boucler aujourd'hui. Du coup, moi, je vous remercie de faire partie de ces premiers à qui on donne l'information, mais ne vous inquiétez pas. Vous aurez une récompense pour cela, déjà une récompense en termes d'excuses pour les difficultés techniques, mais aussi du fait que là, vous êtes vraiment les premiers à avoir la version 0.1 de cette présentation. Il y aura une version beaucoup plus aboutie la semaine prochaine et ça, on vous présente déjà nos excuses, mais rassurez-vous, on sera vous faire une récompense dans ce sens pour compenser ces petites failles, on va dire ça comme ça. Alors, les mythes de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, sur l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de mythes. Hein, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de mythes. Les mythes, ce sont les fausses idées, en fait, que la plupart des personnes prennent pour vraies alors qu'elles ne sont pas justes. Il y en a tellement. Alors, on a fait une petite sélection de 5 mythes et que je voudrais vous partager tout de suite, d'accord, 5 mythes sur l'entrepreneuriat. Encore une fois, quand on dit mythes, on parle bien entendu d'idées fausses, hein, que certaines personnes prennent pour vraies alors que il n'y a aucune étude qui justifie justement la véracité de ces idées. Et la conséquence, en fait, lorsque des personnes ont ces idées, c'est quoi comme conséquence? C'est que ça inhibe leurs intentions, OK, d'action, hein, des personnes qui souhaitent entreprendre, mais qui pensent que, voilà, que il y a tel fait sur l'entrepreneuriat, qui prennent ces faits-là pour la réalité. Et également, ça peut même emmener ceux même qui sont déjà entrepreneurs, mais qui pensent que ces mythes-là, ces informations-là sont la réalité. Lorsque ces entrepreneurs sont confrontés à des difficultés, ils prennent ces informations-là comme excuse et malheureusement, ils n'avancent pas. Donc, on va évoquer ces mythes pour que désormais, si ce sont des informations également, vous de votre côté, que vous avez pris pour vrai, eh bien, que vous les effaciez totalement et que vous avanciez tranquillement dans votre processus et dans votre projet entrepreneurial. OK? Alors, le premier mythe que je voudrais vous partager, mesdames et messieurs, c'est celui-là. Le mythe numéro 1, c'est quoi? C'est les entrepreneurs aiment les risques. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, enfin, dans l'audience, je pose la question à Abou, tu pourras me dire, quels sont ceux qui ont cru, qui croyaient ou qui ont cru une fois que les entrepreneurs sont des personnes qui aiment les risques? Pour entreprendre, il faut aimer les risques. Hein? Vous pouvez écrire moi, tout simplement dans le chat, vous marquez moi si vous avez cru ça ou si vous avez toujours cru que pour entreprendre, il faut aimer les risques. Abou, tu pourras me donner le retour des personnes qui réagissent. OK? Sans souci, coach. Est-ce que dans l'audience, on a des personnes qui ont, voilà, qui ont toujours cru que pour être entrepreneur, il faut aimer les risques, il faut adorer les risques? Est-ce qu'on a des retours? Ou l'audience, personne n'a jamais cru ça. Hein? Parce que ça, c'est un des mythes très forts. Hein? Coach, on a... Oui, Abou? On a pas coup. OK. Voilà. Kakou qui a cru que, OK, pour être entrepreneur, il faut aimer les risques. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette information également est très répandue, mais elle n'est pas vraie. C'est un mythe
OK? C'est un des mythes très durs. L'entrepreneur n'est pas quelqu'un qui aime les risques. L'entrepreneur, au contraire, par rapport aux personnes comme aux personnes ordinaires, est plutôt quelqu'un qui calcule les risques. OK? Qui fait attention aux risques. Vous savez, on prend tous des risques dans la vie. Vous sortez de chez vous, c'est un risque que vous prenez. D'accord? Si vous prenez le transport en commun, comme à Abidjan ici avec les taxis, c'est un des plus gros risques parce que souvent vous prenez le taxi, vous ne savez même pas si la personne qui conduit la voiture a un permis, vous ne le connaissez pas, mais vous montez dans la voiture pour qu'il vous prenne d'un point A à un point B. C'est un risque. La vie est faite de risques. Donc l'entrepreneur, comme toute personne ordinaire aussi, prend des risques. Donc le fait d'entreprendre, ce n'est pas quelque chose de spécial qui fait que, OK, il faut avoir un goût, un penchant prononcé pour les risques. Tout au contraire, l'entrepreneur, c'est plutôt celui-là qui va prendre des risques de manière calculée. Et en réalité, il n'adore pas tant les risques. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre l'argent qu'il investit dans son business. Il ne veut pas perdre. Ce n'est pas un kamikaze. OK? Donc, il prend des risques calculés. Mais l'entrepreneur, pour prendre ces risques calculés, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord identifier ce qu'il est prêt à perdre, ce qu'il est prêt à perdre. Donc, je vais entamer cette activité, mais dans cette activité, voici ce que je vais injecter comme argent, voici le temps aussi que je vais accorder à cela. Et ça, j'ai identifié ça et c'est ça que je suis prêt à investir dans ce business. OK? Et c'est ce qu'on appelle donc identifier ce qu'il est prêt à perdre parce que c'est un gros point d'interrogation, c'est une aventure, d'accord? J'ai 100 000 francs que je vais injecter dans cette activité. Je vais accorder à cette activité, si je travaille déjà en entreprise, peut-être je vais accorder à cette activité peut-être 1 heure par jour, par exemple, ou bien 5 heures par semaine, par exemple. Donc ça, c'est un sacrifice que je fais en espérant que ça marche, mais ça peut ne pas marcher. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas bien grave, j'aurais perdu peut-être les 100 000, mais ça, je suis prêt à perdre en fait. Vous comprenez? C'est ça en fait la logique de l'entrepreneur. Et aussi, pour limiter les risques, qu'est-ce que l'entrepreneur va faire? Il va avancer par étapes. Et autre chose que l'entrepreneur va faire pour limiter les risques, il va partager le risque avec d'autres personnes, soit en s'associant avec ces personnes ou bien soit en établissant des relations de partenariat d'une certaine manière avec ces personnes, que ce soit un employé, que ce soit un fournisseur, que ce soit un client. Donc, il partage le risque pour ne pas que le risque repose sur lui seul. Vous comprenez? Donc, ça, c'est très important de savoir, mesdames et messieurs, l'entrepreneur, ce n'est pas un kamikaze, ce n'est pas quelqu'un aussi qui aime tant les risques, mais tout au contraire, c'est quelqu'un qui contrôle le risque. Ça, c'était le mythe numéro 1. Le mythe numéro 2, mesdames et messieurs, quelque chose qu'on prend toujours pour vrai, c'est de dire que les entrepreneurs sont des visionnaires, c'est-à-dire qu'ils démarrent avec une grande idée. Et c'est faux. OK? C'est faux, c'est pas vrai. Et ça, on peut le constater même avec les entrepreneurs aujourd'hui qui sont un peu des icônes dans le monde de l'entrepreneuriat. Lorsqu'on regarde leur histoire, c'est des gens qui ont commencé très petits. C'est des gens qui ont commencé petits, hein, que ce soit Bill Gates, que ce soit Steve Jobs, que ce soit le fondateur de Facebook. C'est des gars qui ont commencé vraiment petits, avec quelque chose qui était insignifiant, mais qui a grandi au fur et à mesure. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est vrai, il peut arriver des exceptions, que quelqu'un démarre avec une idée super géniale, et puis il arrive à évoluer avec, mais ça, c'est rare. Ça, c'est très rare. Donc la généralité, c'est que les entrepreneurs, OK, ils démarrent tout petit. Les entrepreneurs sont parfois visionnaires, mais cette vision se développe au fur et à mesure de leur action. Elle est construite par les rencontres et les partenaires. Elle existe très rarement au début de l'aventure entrepreneuriale. Donc ça, c'est le mythe numéro 2. Donc pour vous peut-être qui ne vous êtes pas encore lancé en entrepreneuriat, en fait, en cassant ce mythe, ce que ça va vous apporter comme appui, c'est quoi? C'est que désormais, vous savez que vous n'avez pas besoin d'avoir une grande idée avant de démarrer. La petite idée que vous avez, l'idée que vous avez, aussi petite soit-elle, vous démarrez avec. OK? Parce que vous ne savez pas demain ce qu'elle pourra devenir. D'accord? Le mythe numéro 3, c'est quoi? Les entrepreneurs sont des experts en prévision. Alors, souvent, on pense que l'entrepreneur, c'est celui qui sait lire dans l'avenir. Non, ce n'est pas cela. OK? Tout au contraire, les entrepreneurs ne cherchent pas à prédire l'avenir.
Ils le construisent, OK? Ils le construisent. Alors, on parle des entrepreneurs à succès. Hein. Vous voyez, quand je dis les entrepreneurs ne font pas, on parle vraiment des entrepreneurs à succès. C'est-à-dire ceux-là qui ont réussi. Et justement, c'est ce qu'on a comme information que ces entrepreneurs, en fait, ils ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais ils vont quoi? Ils vont construire. Ils transforment leur environnement sans prédire où va forcément l'environnement. OK? Alors, souvent, on pense que c'est plutôt ça. Il faut être un expert en prévision. Donc, on se met souvent à concevoir des business plans sur 3 ans, sur 5 ans, OK, à travailler sur le business plan. Et maintenant qu'on a le business plan, on va aller chercher des financements pour entreprendre. Et ça, c'est parce qu'on pense qu'il faut être un expert en prévision. On va faire des études statistiques, etc., pour essayer de prévoir. Déjà avant, c'était quelque chose qui était périlleux à faire et peut-être qui n'était pas tellement pertinent, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, avec tous les changements rapides qui se passent, c'est aujourd'hui un exercice qui n'est vraiment pas pertinent à faire lorsqu'on veut réussir en entrepreneuriat. Ne cherchez pas à faire de grosses prévisions parce que les choses changent très vite, OK? Et par derrière, il faut savoir que c'est pas ce que les entrepreneurs à succès font. Donc, mythe numéro 3, les entrepreneurs sont des experts en prévision. Désormais, il faut tirer une croix sur ce mythe. Le mythe numéro 4, mesdames et messieurs, les entrepreneurs réussissent seuls. Alors, souvent, lorsqu'on lit la biographie des entrepreneurs, c'est ce qu'on voit. Hein? On a l'impression que ce sont des superman et que ce sont des gars qui ont réussi seuls. Hein? Lorsqu'on entend ces grands noms-là, c'est Steve Jobs, c'est Bill Gates, c'est Jeff Bezos, etc., mais il faut savoir qu'ils ne sont pas seuls, en fait. Voilà. C'est un peu comme, si vous voulez, un groupe de musiciens, OK, où je prends par exemple l'exemple de Magic System. On entend beaucoup parler d'Assalfo, mais ce n'est pas Assalfo qui fait Magic System. Ce n'est pas lui seul qui fait Magic System. C'est vrai, il est le lead vocal, mais après, derrière lui, il a les managers, etc. Il a les autres chanteurs qui sont là. Si ces derniers n'étaient pas là, ben, peut-être que Magic System ne serait pas ce que Magic System est aujourd'hui. Et donc, c'est pareil. Toutes ces icônes de l'entrepreneuriat que vous voyez, ben, ils ont des personnes derrière eux qui font aussi un travail extraordinaire et qui aident l'entreprise à aller de l'avant. Donc, ne pensez pas que pour réussir l'entrepreneuriat, il faut être seul, tout au contraire. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un travail d'équipe. On peut démarrer seul, bien sûr, mais on reste seul très peu de temps, OK? Parce que très vite, on s'associe à des personnes, on établit des relations d'affaires, des relations de partenariat pour construire le business. Et le dernier mythe, OK, que je voudrais vous partager, c'est celui-là. C'est quoi? C'est que les entrepreneurs ne sont pas comme nous. Alors, ça aussi, c'est un des super gros mythes. On pense que pour entreprendre, il faut être exceptionnel. Ou pour réussir en entrepreneuriat, il faut être exceptionnel. C'est faux. OK? C'est faux parce qu'il n'y a aucune étude qui prouve cela. Et même pas derrière, il suffit simplement d'observer. Et en observant, qu'est-ce qu'on constate? On voit que la plupart des entrepreneurs sont des gens normaux. OK? Vous allez voir des hommes. Enfin, quand je dis homme, c'est-à-dire homme avec petit h, c'est-à-dire du genre masculin. OK? Mais vous allez voir aussi des femmes. Vous allez voir des gens de toute race, des blancs, des noirs. Vous allez voir des gens de tout âge. OK? Il y a des entrepreneurs à succès qui sont vieux, hein? Qui peut-être, quand ils ont atteint les 70, les 75 ans, comme le fondateur de KFC. OK? C'est après ces 70 ans que son business a vraiment porté. Mais vous allez voir souvent aussi des gens qui, à un très jeune âge, OK, ont déjà du succès en entrepreneuriat. Vous allez voir également des entrepreneurs à succès qui sont intellectuels. Vous en allez voir d'autres qui sont plutôt illettrés. Donc, les entrepreneurs, en fait, sont des gens normaux. OK? Donc, pas besoin d'être un superman, d'être exceptionnel, parce que souvent, lorsqu'on lit l'histoire de ces icônes dans le domaine entrepreneurial, bon, ça, c'est les écrivains, les auteurs, c'est écrit d'une certaine manière que quand on finit de lire, eh bien, on a l'impression qu'on ne peut pas être comme eux, mais tout au contraire, ce sont des gens normaux, OK? Donc, il suffit de regarder autour de vous et quand vous voyez la diversité des personnalités, eh bien, cela amène à savoir que eh bien, les entrepreneurs sont des gens normaux et qu'il ne faut pas être superman pour réussir en entrepreneuriat. Donc, 5 mythes, mesdames et messieurs, à bannir désormais pour pouvoir avancer simplement en entrepreneuriat. Ce que je vais vous partager maintenant, une fois qu'on est d'accord sur ces mythes-là,
c'est la démarche des entrepreneurs à succès. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Tout le monde me suit jusque-là? Oui, ça va à mon niveau. Voilà, c'est bon. Super. Et le retour de l'audience? Oui, coach, ça va. Est-ce que c'est bon, mesdames et messieurs? C'est bon? Abou, tu lis le retour de l'audience? Abou, tu es là avec moi? Oui, coach, c'est bon. Voilà. L'audience, voilà, ça va. Tout le monde répond que c'est bon de l'autre côté. C'est bon. Alors, ce que je vais aborder maintenant, mesdames et messieurs, c'est la démarche des entrepreneurs à succès. OK? C'est-à-dire, quelle est la méthode, on va dire, qui est adoptée, ou les principes également qui sont adoptés par les entrepreneurs qui réussissent. OK? Je voudrais vous introduire cette dame. Elle s'appelle Sarah Sarasvati. Elle s'appelle comment? Sarah Sarasvati. OK? C'est une Américaine, mais d'origine indienne. OK? Elle est professeure à l'université Darden School of Business aux États-Unis. D'accord? Alors, cette dame, en fait, qui est professeure, a fait une étude scientifique fort intéressante. OK? Son but, c'était quoi? C'était de rechercher la manière dont les entrepreneurs experts prennent leurs décisions. C'est-à-dire, comment est-ce que ces entrepreneurs experts passent à l'action? Comment est-ce qu'ils initient des projets? Et même, comment est-ce que ces entrepreneurs créent de nouveaux marchés? Alors, lorsqu'on parle d'entrepreneurs experts, on parle d'entrepreneurs qui ont peut-être au moins 15 années d'existence, vous comprenez, qui ont réussi, qui ont ouvert plusieurs business. Certains ont échoué, mais au moins pas mal ont fonctionné, au moins il y a au moins un business, OK, qu'ils ont pu même, une entreprise qu'ils ont pu faire grandir au point d'introduire cette entreprise-là en bourse. C'est cela qu'elles appellent des entrepreneurs experts, des entrepreneurs à succès. Et elle s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui peut être enseigné en entrepreneuriat. Vous avez vu, on a brisé tous les mythes tout à l'heure, et notamment, il y a le fait de savoir que pour être entrepreneur, ben, il ne faut pas être Superman. Donc, à la limite, tout le monde peut entreprendre puisqu'on voit qu'il y a des profils de toutes sortes, n'est-ce pas? OK? Mais si tout le monde peut entreprendre, ben, il faudrait qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir, mais est-ce que l'entrepreneuriat ne peut pas s'apprendre? Donc, si ça peut s'apprendre, c'est qu'il y a une méthode. Donc, c'est quoi cette méthode? C'est quoi ce processus? Donc, ça, ce sont les questions que Sarah Sarasvati s'est posées. Et pour trouver réponse à ces questions, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exécuté une expérience rigoureuse d'analyse de protocole, on va dire d'analyse de processus. Donc, elle a interrogé 27 entrepreneurs experts, 27 aux États-Unis, 27 entrepreneurs experts, donc des personnes qui ont au moins 15 années d'expérience, qui ont créé plusieurs entreprises et qui ont pu au moins avoir une entreprise qu'ils ont introduite en bourse. Vous comprenez? Et elle a soumis un questionnaire de 17 pages avec des cas de difficultés qu'un entrepreneur peut rencontrer dans l'exploitation de son business. Elle a demandé à chacun de ces experts de dire à haute voix comment il va traiter ces cas de difficulté. Elle a pu identifier des approches communes partagées par tous ces entrepreneurs experts. Est-ce que vous comprenez? Mais sa surprise a été que souvent les méthodes ou bien les concepts qui sont adoptés par ces entrepreneurs experts étaient très souvent à l'opposé des théories et des idées qu'on nous enseigne à l'école et même dans les livres de management. Ça a été sa surprise. OK? Et donc, ça, je vais vous présenter, d'accord, à travers les slides qui vont suivre, les quelques principes qui sont donc ressortis de cette étude-là, aujourd'hui, qui est une étude qui est partagée dans le monde. Hein, et cette démarche qu'elle a intitulée la démarche effectuelle, qui est la démarche des entrepreneurs à succès, c'est-à-dire comment les entrepreneurs à succès adoptent réagissent pour lancer un nouveau business, pour exécuter, voilà, pour mettre en place, voilà, on va dire un projet entrepreneurial, surtout sur un marché totalement nouveau, hein, un marché totalement nouveau. Comment est-ce qu'ils font? Alors, donc, il y a des principes.
5 principes donc, qui sont développés par ces entrepreneurs experts, qui sont adoptés par ces entrepreneurs experts. Le premier principe, notez-le, mesdames et messieurs, c'est quoi? C'est le principe « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Principe numéro 1, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. En fait, qu'est-ce que ce principe énonce? Ce principe énonce le fait que partir de ses ressources, c'est-à-dire tous les entrepreneurs, toute personne peut partir de ses ressources pour entreprendre. OK? Donc, on a d'abord ses ressources propres et on se pose la question de savoir ce qu'on peut faire après. D'accord? D'où le thème « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». J'ai d'abord mes ressources propres et c'est sur cette base que je me lance pour espérer avoir des choses après ou avoir un peu plus. OK? Et la question que je voudrais vous poser, si on est d'accord que tout le monde peut entreprendre, toute personne peut se lancer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas fermé à une personne donnée, OK? Parce que tout le monde peut y aller. Tout est une question de volonté et de choix de vie, bien entendu. Je peux choisir d'être entrepreneur ou bien non, je préfère juste avoir un emploi salarié, d'accord? Ou bien juste je préfère mendier. Ça, c'est un choix de vie. Mais jamais... enfin, difficilement, on peut dire que non, toi, tu es quelqu'un, tu ne peux pas entreprendre. Non, parce que si tu veux, tu peux le faire, en fait. Mais si on est d'accord avec ça, c'est que quelque part, il faudrait qu'il y ait une équité, une égalité. C'est-à-dire, donc, il n'y a pas d'iniquité. Si tout le monde peut le faire, c'est que tout le monde peut partir d'une base commune. Et donc, la question que je voudrais poser à l'audience, quelles sont ces ressources communes que tout entrepreneur possède? OK? Que je sois un homme, que je sois une femme, que je sois un vieux, un jeune, que je sois en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou aux États-Unis, au Canada, il y a des ressources communes que nous avons tous. OK? Et ces ressources-là, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez partager dans le chat, OK, des idées de ressources que vous pensez que toute personne a et sur la base de quoi on peut partir pour entreprendre? Selon vous. Quelles sont les ressources que vous pensez que nous avons tous et sur la base de quoi on peut s'appuyer déjà pour entreprendre? Coach? Oui. Il y a David qui dit que le temps est une ressource. D'accord, qui est disponible pour tout le monde. OK. Qui dit l'état d'esprit. OK. C'est une ressource aussi. Et il y a Yacouba qui dit l'intelligence. D'accord. Il y a Suleiman qui dit la connaissance. Merci. Il y a une idée d'affaires. Merci. Alors, très bien. Ce sont des réponses tout à fait pertinentes. Mais voici ce que nous dit, OK, Sarah Saraswati à travers donc sa recherche. OK. Voici les ressources que peut utiliser tout entrepreneur pour démarrer. 3 types de ressources que tout entrepreneur possède. OK? C'est quoi? C'est d'abord l'entrepreneur lui-même. Donc, sa personnalité, son histoire, ça, c'est son point de départ, OK, avec lequel il va commencer son aventure entrepreneuriale. Donc, soi-même à travers sa personnalité, à travers son histoire. Ça, c'est la première ressource. OK? C'est l'entrepreneur qui a son idée initiale et il s'appuie donc sur son idée, sur sa personnalité pour démarrer son projet. Donc, ça, c'est OK? Et ça, c'est la réponse à la question « Qui suis-je? Qui est-ce que je suis ?» La deuxième ressource, c'est quoi? C'est ce que, la deuxième ressource, c'est ce que l'entrepreneur connaît. Quelles sont mes connaissances? OK? Ces connaissances peuvent venir d'où? Ça peut venir de sa formation. Ça peut venir de son expérience professionnelle. Ça peut venir de son expérience personnelle. OK? Et c'est tout cela qui fait son bagage de connaissances. Donc, ça, c'est ce que je connais. Donc, nous tous, on connaît quelque chose. Nous tous, on a un niveau de connaissance. OK? Donc, qui je suis, qu'est-ce que je connais? Ça, c'est déjà les 2 premières ressources. Et ensuite, la troisième ressource, c'est quoi? C'est qui je connais. OK? Qui je connais. Donc, quelles sont les personnes que je connais?
voilà, avec qui j'interagis depuis que je suis né. Donc, mon entourage, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit mes collègues, que ce soit des personnes que j'observe comme ça sans que j'interagisse avec eux forcément, mais que je vois, que je connais, que je peux toucher. À tout moment, je peux échanger avec eux. Donc, ça, ce sont des ressources. Donc, ce sont les 3 ressources que tout entrepreneur dispose. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir et quelle est l'implication de cela? Ben, l'implication, c'est que toutes ces ressources-là, qui je suis, ce que je connais et qui je connais, ce que je connais, OK, tout ça sont le point de départ de tout projet entrepreneurial et ce sont des ressources universelles, c'est-à-dire toute personne a ça. Toute personne dispose au moins de ces 3 ressources. Donc, tout le monde peut démarrer une entreprise. Et ce sont ces ressources-là qui permettent d'obtenir d'autres ressources qui sont beaucoup plus concrètes. Donc, ça, c'est déjà la base. D'accord? Donc, qui on est, notre personnalité, qu'est-ce qu'on connaît en termes de connaissances, en termes de savoir-faire, et qui est-ce qu'on connaît. Donc, ça, ce sont nos premières ressources, et ça, c'est le principe numéro 1 des entrepreneurs. C'est avec ça, d'abord, ils démarrent. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Le deuxième principe, c'est le raisonnement en perte acceptable. On l'a un peu parlé lorsqu'on parlait justement du mythe, je crois le mythe numéro 1, donc le raisonnement en perte acceptable, lorsqu'on a dit les entrepreneurs aiment les risques et qu'on a dit que c'était faux, mais les entrepreneurs contrôlent plutôt le risque. Et pour contrôler le risque, qu'est-ce que l'entrepreneur fait? Eh bien, l'entrepreneur, il évolue étape par étape, mais aussi il identifie ce qu'il est prêt à perdre. Cela, c'est très important. OK? Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, dans sa démarche, il enclenche des dépenses avant même de pouvoir vendre quelque chose, n'est-ce pas? Avant de pouvoir vendre, tu enclenches déjà des dépenses. Le temps que tu fournis, les déplacements que tu fais, si c'est du matériel que tu dois acquérir, la conception du produit, etc., etc., tu fais des dépenses avant que, OK, tu encaisses quelque chose. Ça, c'est ce qui se fait d'une manière générale. C'est vrai qu'on peut avoir des business models qui sont tout autres, mais en général, on dépense avant de gagner. Donc, dans les coûts, en quelque sorte, ce sont des choses qui existent aujourd'hui, on les connaît déjà. OK? Ce que tu vas dépenser déjà, tu connais. Tu sais ce que tu vas dépenser. D'accord? Par contre, ce que tu vas gagner, ça c'est hypothétique, c'est une éventualité. Tu peux gagner ça comme ne pas gagner. OK? Donc, ce que l'entrepreneur à succès fait, c'est quoi? Il va plutôt se focaliser. OK? Quand on dit se focaliser, il va plutôt déterminer ce qu'il est prêt à perdre plutôt que de se fatiguer à essayer d'imaginer, OK, ce qu'il pourrait gagner. Et cela lui permet de se mettre dans une position de contrôle qui est très forte. Est-ce que vous voyez? Donc, dépenser, ça c'est certain, il sait qu'il va dépenser et il identifie ce qu'il est prêt à dépenser. Mais par contre, ce qu'il va gagner, ça c'est un gros point d'interrogation. Alors, lorsqu'il se met dans cette position, il est beaucoup plus confortable. Il dit, je suis prêt à, par exemple, à prendre ce temps-là pour faire mon business. Je suis prêt à perdre ce salaire-là ou cette partie de ce salaire-là pour me lancer dans ce business. Donc, peut-être je peux faire une économie de 20% de mon salaire que je vais essayer d'engranger ou de dépenser dans cette activité pendant 6 mois, par exemple. Donc, il peut se donner ça. Si ça a marché, super. Mais si ça n'a pas marché, ben, c'est pas plus mal que ça. Hein? J'aurais été prêt à perdre cela. Vous comprenez? Donc, il se met dans une position de contrôle qui est fortement confortable pour lui. Donc, sans stress, il évolue. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, en résumé, plutôt que de décider en fonction d'un gain attendu dans une démarche entrepreneuriale, les entrepreneurs décident en termes de perte acceptable et regardent ce qu'ils sont prêts à perdre pour progresser, pour engager une démarche entrepreneuriale et ils ne vont pas au-delà de cela. C'est-à-dire, lorsqu'il a dit, OK, je vais engager 20 000 francs ou je vais engager 100 000 francs, ou bien je vais engager 300 000 francs ou 500 000 francs dans cette activité. Si ça a marché, tant mieux, mais quand ça n'a pas marché, ben, il s'arrête, d'accord? Parce que c'était ça qu'il était prêt à supporter comme perte. Pardon. Donc, ce principe leur permet de limiter le risque, ok? C'est donc une démarche de contrôle de risque, ok? Donc, ça, c'est le principe numéro 2, le raisonnement en perte acceptable. Le principe numéro 3, c'est un des principes que j'apprécie beaucoup, c'est le patchwork fou, ok? Le patchwork fou. OK, ou bien le terme africain, on va dire Nzassa.
D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est qu'un projet entrepreneurial, c'est avant tout un processus social. L'entrepreneur va faire progresser son projet en obtenant quoi? L'engagement de ce qu'on va appeler les parties prenantes. C'est-à-dire quoi? Les clients. Un entrepreneur, il commence son business. D'accord? Mais après, il va avoir des clients. Il va avoir des fournisseurs. Il va avoir des partenaires. OK? Et c'est tout ceux-là, en fait, qui vont constituer son écosystème, OK, qu'il est en train de créer, qui vont constituer le projet entrepreneurial qu'il est en train de mettre en place. Vous comprenez? On dit que c'est un processus social. Donc, au départ, il ne sait pas forcément où tout son business va le conduire. Il ne sait pas qui il aura comme client demain. Il ne sait pas qui forcément il pourra avoir comme fournisseur après-demain ou peut-être quel partenaire il pourra avoir après-demain. Vous comprenez? Il ne sait pas ça au début, mais ce n'est pas grave. C'est ça qui est la beauté de l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça, en fait, qui donne l'idée du patchwork fou. En fait, le patchwork, c'est une technique de couture, je pense que vous connaissez, surtout les dames, qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissu de taille, de forme, de couleurs différentes pour réaliser divers types de, on va dire, d'ouvrages comme des rideaux, comme des nappes, comme des sacs, vous voyez. Et en général, ce sont les femmes qui font ça et souvent ça dure sur plusieurs jours. Au départ, elles ne savent pas forcément ce que ça va donner à la fin. OK. Chacun apporte son morceau de tissu et tout, on coud. Et après, quand on regarde, ben, on va dire, ébloui par la beauté de ce qui a pu être réalisé. Donc, c'est un peu ça le concept. OK. Et pourquoi donc le patchwork est intéressant comme principe? Hein? En Côte d'Ivoire, on appelle ce type de pagne-là le pagne Zassa. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'il illustre, il montre bien ce qu'est un projet entrepreneurial. Tous les aspects de cette approche de patchwork ou de Moussassa qu'on vient de décrire se trouvent dans un projet en fait entrepreneurial. Un projet entrepreneurial, c'est avant tout un processus social. L'entrepreneur, il va faire progresser son projet en obtenant l'engagement de ceux qu'on va appeler les parties prenantes, tout ce qui est clients, partenaires et tout, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est ça qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir ici, en fait, voilà, et comme implication pour vous, c'est quoi? C'est le caractère social d'un projet entrepreneurial. La progression dépend des parties prenantes qui rejoignent le projet. OK? Et la réussite d'un projet dépend fortement de la capacité de l'entrepreneur à susciter de l'envie et de l'intérêt à participer au projet. Comment j'emmène d'autres personnes à me rejoindre dans mon projet? Que ce soit un personnel, que ce soit un client, que ce soit un fournisseur, que ce soit un partenaire. Ma capacité à associer d'autres personnes, c'est ça qui renforce la réussite du projet. OK? Et les parties prenantes qui vont venir, chacun qui va venir dans mon projet va apporter de nouvelles ressources qui vont permettre de faire évoluer le projet. Vous comprenez? Et plus on a de ressources, plus on a de possibilités pour faire développer le business, n'est-ce pas? L'idée, le produit de ce processus, la grande idée n'est pas nécessairement au point de départ. Donc, on ne va pas commencer avec une grande idée, OK? On commence tout petit et au fur et à mesure, on va construire. Je vais gagner un client. OK, si ce client est satisfait, il peut m'apporter d'autres clients. Donc, je suis en train de développer comme ça mon business. OK, j'ai un fournisseur. Peut-être la relation que je vais avoir avec un fournisseur va donner une autre transformation à mon entreprise, c'est ça. J'aurai un partenaire, un associé, il va venir avec de nouvelles idées, avec de nouvelles ressources, ça va aussi transformer mon business, etc., etc. Donc, ça, c'est le principe numéro 3, le patchwork fou. Le principe numéro 4, c'est la limonade. OK? La limonade. Les entrepreneurs, en fait, tirent parti des surprises. Donc, ce principe, c'est quoi? C'est le principe de la surprise. Et pourquoi on appelle la limonade? Vous savez ce que c'est que la limonade, n'est-ce pas? Hein? La limonade, c'est du jus de quoi? Est-ce que je peux avoir ça dans le chat? Vous pouvez me dire, mesdames et messieurs, la limonade, ce que c'est du jus de... Abou. Oui, quoi, du jus de citron? Exact. La limonade, c'est du jus de citron. OK?
Et vous savez, il y a ce dicton anglais-là qui dit, si la vie t'envoie des citrons, eh bien, il faut en faire de la limonade ou bien de la citronnade. Alors, c'est donc un principe d'opportunisme. Un principe de quoi? D'opportunisme, tout simplement. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez rencontrer des surprises. D'autres peuvent parler de difficultés. On peut parler de difficultés. Ça, c'est clair, vous allez en rencontrer. Mais lorsque vous allez en rencontrer, il faut être pragmatique. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas fermer la boîte. Tout au contraire, il faut s'asseoir et puis réfléchir comment vous pouvez utiliser ces surprises-là à votre avantage. Vous comprenez? Donc, c'est cela le principe de la limonade. D'accord? Et il y a tellement d'exemples en matière d'entrepreneuriat sur ce principe. Il y a tellement d'entrepreneurs qui ont réussi avec ce principe-là. OK? Vous voyez, par exemple, autour de nous, on a, bon, pour ceux qui sont dans les bureaux, les post-it, par exemple. Les post-it, c'est-à-dire ces petits documents jaunes qu'on colle souvent sur les bureaux, vous voyez, de diverses couleurs. Souvent, c'est jaune, souvent, c'est vert, souvent, c'est rose. Les post-it. En fait, l'origine des post-it, c'est quoi? Des gens voulaient fabriquer une colle qui dure très fort. Et il y a eu, malheureusement, une erreur chimique, OK, au niveau du laboratoire. OK, il y a une erreur chimique et le résultat de la colle était que c'était une colle qui ne collait pas bien. Et les gens s'apprêtaient à jeter cette colle et il y a un des ingénieurs qui a dit non, attention, ne jetez pas. Il me semble qu'on peut faire quelque chose avec. Et lui, il a utilisé ça, il a fait un peu plus de travail dessus et ça a donné les post-it. Et aujourd'hui, on utilise ça partout dans le monde. Vous comprenez? Donc, une erreur, une surprise qu'il a su transformer en opportunité. Voilà. Et ça, il y a plein d'exemples qu'on peut donner là-dessus. Donc, ça, c'est le principe de la limonade, d'accord, qui se résume tout simplement en disant que les entrepreneurs non seulement ne vont pas essayer d'éviter les surprises, mais ils vont tirer profit des surprises. Donc, les entrepreneurs s'intéressent aux surprises et tentent d'en tirer parti. C'est-à-dire, quand on est dans une disposition comme ça, on ne cherche pas trop à prédire forcément l'avenir. Vraiment, on est dans l'action. On est dans l'action. Et s'il y a des surprises, ben on s'assoit et on voit comment on transforme ces surprises-là en opportunités. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir comme implication pour vous. OK, plutôt que de dépenser votre énergie à anticiper les surprises et risquer de vous tromper, il faut préparer tout simplement à vous y répondre. OK, à y répondre, pardon. Il faut être réceptif aux signaux du marché, même s'ils sont négatifs. Une opportunité peut s'y cacher. D'accord? Il ne faut pas hésiter à redéfinir vos objectifs en fonction des surprises et il faut changer vos objectifs en accord avec les parties prenantes impliquées dans votre projet. Il ne faut pas rester figé fixe. OK? Il ne faut pas rester figé fixe. Il faut être très flexible en réponse au marché, en réponse à l'environnement, en réponse aussi aux surprises. OK? Donc, ça, c'était le principe numéro 4. Le principe numéro 5, pour terminer, c'est quoi? C'est le pilote dans l'avion. OK? Alors, ce principe dit quoi simplement? L'entrepreneur n'est pas un passager assis à l'arrière de l'avion. OK? Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de prendre un avion, mais dans tous les cas, on peut le voir à la télévision. OK? Lorsque les gens sont dans l'avion, il y a un pilote et les autres, les passagers sont dans l'avion et ils sont assis avec la ceinture de sécurité. Ils attendent d'arriver à destination. L'entrepreneur, il n'est pas dans cette position-là. L'entrepreneur, lui, il est le pilote de l'avion. D'accord? Donc, il est actif. Il est quoi? Il est actif. OK? Donc, il est le pilote. Et en tant que pilote, il définit lui-même, OK, la direction qui s'est donnée à son projet. D'accord? C'est lui-même qui va décider éventuellement de changer la direction en fonction des surprises qu'il aura dans l'environnement, qu'il aura sur le marché. Et c'est lui qui va plutôt transformer cet environnement au lieu que ce soit plutôt un plan, tout simplement, qui suive de manière rectiligne. Donc, c'est ce qui signifie en fait ce principe, le pilote dans l'avion. D'accord? Donc, l'entrepreneur ne se contente pas d'observer seulement l'environnement ou de le prédire,
il va aussi être un acteur même pour transformer cet environnement. D'accord? Aucune tendance n'est inévitable pour l'entrepreneur. L'entrepreneur ne regarde pas un marché en se disant il y a telle tendance qui est inévitable, on ne peut plus rien. Non, non, non. Bien au contraire, l'entrepreneur va dire comment est-ce que je peux changer cet environnement. Et en quelque sorte, l'environnement, on va dire, est une matière première transformable par l'entrepreneur. Aujourd'hui, il suffit d'observer combien certains secteurs d'activité ont été transformés. Okay? Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, par exemple, qui regardent aujourd'hui avec l'évolution dans le domaine du transport, de tout ce qui est Yango, par exemple. Aux États-Unis, c'était Uber. On parle aujourd'hui de l'ubérisation dans plusieurs secteurs d'activité, la mise en relation entre les clients, okay, et les fournisseurs, l'ubérisation dans certains secteurs d'activité a transformé certaines économies, a transformé certains secteurs d'activité. Mais c'est ça, arriver à transformer. Donc, il ne faut pas rester figé. D'accord? Donc, l'entrepreneur est celui qui transforme son environnement sur la base des surprises. Il est actif, il est sur le terrain. Donc, comme implication pour vous, mesdames et messieurs, il ne faut jamais prendre la situation actuelle pour donner au définitif. Ne soyez pas dans un marché pour dire non, mais ça, c'est un marché qui est saturé ou bien c'est fini, on ne peut plus rien faire dans ce marché. Okay? Les règles d'un marché existent simplement parce que personne n'a encore essayé de les changer. OK? Et il faut vous méfier aussi des études de marché. Il y a beaucoup d'études de marché qui ont fait des prédictions, mais malheureusement qui se sont avérées fausses. Il y a des études de marché qui ont prédit que certains secteurs d'activité ne pouvaient pas évoluer dans certains pays à un moment donné, mais ça a été totalement le contraire. OK? Donc, il faut se méfier aux études de marché. D'accord? On dit de se méfier. On ne dit pas forcément de ne pas croire à toutes les études de marché, mais ne les prenez pas tant pour de la vérité. Au contraire, mettez-vous dans une position où vous êtes à l'aise avec l'évolution de l'environnement, mais surtout vous êtes dans l'action. D'accord? Il n'y a aucune limite à la créativité. Soyez créatifs. Avec la créativité humaine, il n'y a aucune limite. OK? Et on a une forte capacité à transformer son environnement. Il ne faut pas se sous-estimer. Donc, ça, c'était le principe numéro 5, mesdames et messieurs. Donc, voici donc les 5 principes. On a vu le pilote dans l'avion, on a vu la limonade, mesdames et messieurs. Hein, quand la vie vous envoie des citrons, il faut tout simplement faire de la limonade. On a vu le patchwork fou, d'accord? Le projet entrepreneurial est d'abord un processus social. Donc, en fonction des parties prenantes qui viennent vers nous, on transforme notre business, on le crée en toute autre chose. OK, le raisonnement en perte acceptable pour limiter les risques. L'entrepreneur va d'abord identifier ce qu'il est prêt à perdre et il va se lancer. Et on a vu le premier principe, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras, ce qui veut dire quoi? On a tous des ressources avec lesquelles on peut démarrer notre business. N'attendons pas d'avoir des millions ou des milliards pour nous lancer dans les business. On a déjà notre personnalité, on a ce qu'on sait faire. Et on a des gens qu'on connaît avec lesquels on peut avancer. Ça, c'était les 5 principes, mesdames et messieurs. Maintenant, pour terminer avec cette première partie de la présentation, ce que je vais vous présenter ici, c'est le processus entrepreneurial. En définitive, quel est le process que suivent les entrepreneurs donc, pour aller jusqu'au bout de leur projet. Alors, on va rester cohérent avec les principes qu'on a vus tout à l'heure. On a vu 5 principes. Et le premier principe, c'était quoi? C'était 1, j'ai vaut mieux que 2, tu l'auras. C'est-à-dire, l'entrepreneur a des moyens avec lesquels il démarre. Qui je suis, qu'est-ce que je connais et qui je connais. Donc, sur la base de ça, l'entrepreneur va se poser la question, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux réaliser? Avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux réaliser? Donc, il va définir des buts, d'accord? Il va définir des buts. Donc, il va interagir avec son entourage et va obtenir l'engagement de la part de certaines personnes de son entourage. Il ne s'agit pas de rester en chambre ou bien dans son salon ou bien dans son bureau et mettre tout sur papier, aller chercher des informations sur Internet, faire un business plan et puis après aller chercher de l'argent pour entreprendre. Donc ça, c'est une démarche qui peut-être était enseignée dans les écoles et même souvent adoptée même par des cabinets conseils, mais aujourd'hui, c'est caduc. D'accord? Ça, ce n'est pas la bonne démarche, ça. Il faut être plutôt dans l'action.
Il faut être dans l'action en allant interagir sur le terrain avec les potentielles parties prenantes. Et lorsque vous obtenez d'engagement, cela vous envoie de nouveaux moyens. Quand on dit engagement, c'est quoi? Écoutez, vous voulez vous lancer dans une activité, peut-être dans, je dis n'importe quoi, peut-être vous voulez vendre du lait, un certain type de lait, peut-être du lait avec un parfum spécial, vous voulez ajouter peut-être dedans des grains de cajou, je dis n'importe quoi, comme ça, d'accord? Ben, peut-être vous allez faire un premier prototype et puis vous allez chercher à savoir si ça peut plaire aux gens, n'est-ce pas? Et quand vous allez voir les gens de votre entourage pour leur demander si ça peut leur plaire, ils vont vous faire certaines recommandations, ou bien ils vont vous dire « Waouh, c'est excellent », ou bien « Voici l'emballage », ou bien il faut plutôt ajouter tel parfum, ou bien il faut réduire le sucre, ou bien il faut, vous comprenez, si tu fais ça, je vais acheter. Donc là, vous êtes en train d'obtenir de la clientèle, vous êtes en train d'obtenir des engagements, et ça vous donne de nouvelles idées, et ça accroît votre potentiel d'évolution. D'accord? Donc, on a dit, c'est d'abord les moyens. Sur la base des moyens, l'entrepreneur définit ses buts. Et sur la base de ses buts, qu'il s'est défini, il interagit avec son entourage pour obtenir quoi? Pour obtenir des engagements. Pour obtenir quoi? Des engagements. D'accord? Et chaque fois qu'il obtient des engagements, cela lui envoie de nouveaux moyens. Et ces moyens vont lui permettre de définir des buts qui sont encore plus ambitieux. Et à la fin de ce processus qui se répète en boucle, de nouvelles parties prenantes vont apporter de nouveaux moyens qui vont permettre la définition de buts plus ambitieux et on aboutit à la création d'une entreprise, d'un produit ou d'un service qui marche, ok? Donc qui est viable et plus généralement d'un marché, d'accord? Mais si dans sa démarche, l'entrepreneur ne réussit pas à susciter l'engagement de parties prenantes, par exemple, vous avez fait du lait avec des noix de cajou, et malheureusement peut-être dans votre environnement où vous êtes, mais vous n'obtenez personne qui est intéressé par ça. Par exemple, ou bien on ne va même pas parler de l'aspect client. On ne va pas parler de l'aspect client. Vous le faites du lait avec des noix de cajou, vous n'avez personne pour vous vendre des noix de cajou. Vous ne savez pas où vous approvisionner des noix de cajou. Mais comment vous allez faire votre lait avec les noix de cajou? Donc, vous n'avez aucun engagement d'un fournisseur qui peut être une partie prenante pour vous aider à faire votre produit de lait avec les noix de cajou. Vous comprenez? Et donc là, ça veut dire que vous êtes quoi? Dans une impasse. Donc, lorsque vous êtes dans une impasse, c'est ce qu'on appelle des impasses, OK? Ben, il faut songer à modifier votre idée, à modifier votre projet. Vous comprenez? Si vous n'avez pas de partie prenante, ben, vous n'avez pas d'engagement, ben, il faut modifier l'idée. Donc, c'est ce qu'on appelle, vous êtes dans une impasse. D'accord? Donc, vous comprenez, mesdames et messieurs, que la constitution d'un réseau croissant de parties prenantes, c'est ça qui est le cœur du processus entrepreneurial. OK? C'est-à-dire, beaucoup plus qu'une idée, ce n'est pas seulement l'idée qu'il faut, mais c'est votre capacité, OK, en tant qu'entrepreneur, à constituer ce réseau de parties prenantes, c'est-à-dire soit avoir des clients, soit avoir des fournisseurs, soit avoir même souvent c'est le personnel, OK, si je veux faire un produit spécifique, mais qui demande peut-être un certain niveau d'expertise, donc peut-être qu'il faut que je trouve une personne qui va me faire ce travail-là, mais je n'en ai pas, je dis n'importe quoi. Je vais faire un type de tenue, peut-être de tissu, ou de tissu basin, mais avec une broderie spéciale. Mais moi, je ne suis pas couturier, j'ai juste l'idée, mais il faut que je trouve ce couturier-là qui peut me faire cette broderie-là, et malheureusement, je n'en retrouve pas. Mais je suis dans une impasse. Ça va m'emmener peut-être certainement à changer d'idée de projet. Est-ce que vous comprenez? Donc, souvent, ça peut être même le personnel. Donc, lorsqu'on parle de partie prenante, ce n'est pas seulement client, fournisseur, partenaire, ça peut être aussi le personnel. D'accord? Donc, ça, c'est le processus entrepreneurial, mesdames et messieurs. Encore une fois, pour résumer, c'est d'abord les moyens. Sur la base des moyens, on définit les buts. Et quand on a défini les buts, on interagit, on passe à l'action. On obtient des engagements. Ces engagements nous permettent d'avoir de nouveaux moyens. Donc, ça élargit nos potentiels d'action, d'accord, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment ce qui peut marcher. Et en ce moment, on passe à la création de l'entreprise qu'on met véritablement en route. Lorsqu'on n'est pas arrivé jusqu'à la création de l'entreprise, on est encore dans un processus, si vous voulez, un peu comme si on est dans un laboratoire. Et souvent, c'est ce qui nous emmène à parler de start-up.
C'est-à-dire, on est en train encore d'essayer. On n'a pas encore trouvé le truc qui va vraiment marcher. On essaie. On est toujours dans l'hypothèse, OK, jusqu'à ce qu'on trouve ce truc-là, un nouveau marché, un nouveau produit qui fonctionne, avec lequel on a vraiment tous les engagements qu'il faut. Et maintenant, on passe à la phase concrète avec la création de l'entreprise et tout. Mais on reste toujours dans ce processus d'observation de l'environnement, on reste toujours ouvert aux surprises et tout pour continuer à transformer, à faire grandir notre projet. Ça, c'est le processus des entrepreneurs à succès, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que Abou, tu es toujours avec moi? On va aborder on va dire l'avant-dernière partie de notre présentation avec les 5 clés pour réussir en entrepreneuriat. Est-ce que Abou, tu es là avec moi? Abou, une fois, deux fois. Il me semble qu'Abou n'est pas là. Je reviens là dans le chat pour voir si j'ai des retours. Mesdames et messieurs, est-ce que vous m'entendez? Ok, je vois oui de Fofana, oui de Ibwanga, merci. J'ai Abou qui nous a lâchés. Je me déplace un petit peu parce que j'ai ma batterie qui est en train de... Une seconde. Alors, jusque-là, est-ce que ça va, mesdames et messieurs? Ces informations, est-ce que pour vous, ça a créé un petit changement dans votre esprit? Est-ce que ça vous a apporté du nouveau? Est-ce que ça vous fait penser à certaines choses? Alors, je vois les 8 de chance. Je vois les 8 de David, de Kosonou. Pierre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être nous partager le petit déclic que ça a créé en lui, toutes ces informations que je viens de partager? On a vu les mythes, on a vu les principes, on a vu le processus entrepreneurial. Alors, il y a un point que je pourrais peut-être ajouter, la viabilité d'un projet. Hein, c'est comment est-ce qu'on évalue la viabilité d'un projet, mais je pense que vous avez dû le comprendre avec le processus de la démarche entrepreneuriale. On cherche à avoir les engagements en généralité, et ça, c'est ce qu'on fait. Hein. Vous savez, je participe beaucoup à des concours de start-up, hein, des concours de business plan de start-up, je participe beaucoup. Ce que les jurys font d'une manière générale, ils analysent toujours la viabilité d'un projet. C'est-à-dire, quand vous venez avec un projet pour dire, j'ai ce projet que je veux me lancer sur ce projet, c'est quoi on va évaluer? On va évaluer la viabilité. On va vous poser des questions très simples et très basiques. Si vous dites que vous voulez faire ce projet, on va chercher à savoir, mais est-ce que vous avez la capacité de le faire? Est-ce que vous avez la connaissance? Si vous n'avez pas la connaissance, est-ce que vous allez vous appuyer sur un personnel? Est-ce que ce personnel, vous l'avez? Si vous ne l'avez pas, est-ce que vous savez où aller le trouver? Par exemple, vous dites que vous voulez faire la transformation de telle matière première. Est-ce que vous savez où vous allez chercher la matière première? Est-ce que vous êtes déjà en contact avec un fournisseur? OK? Vous voulez vendre sur tel marché, d'accord. Est-ce que vous avez déjà interagi avec le marché? Est-ce qu'il y a des personnes de ce marché-là qui sont disposées et qui vous ont dit que si vous produisez, ils vont prendre? C'est des questions assez basiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire l'analyse de la viabilité d'un projet. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Et ça, tout le monde peut le faire. Donc, si vous voulez savoir si votre projet est viable, c'est ça que vous devez regarder. Si ce n'est pas viable, s'il n'y a aucune partie prenante, il n'y a pas de client, il n'y a pas de fournisseur, il n'y a même pas le personnel pour travailler, hein, pour créer le service ou pour créer le produit, mais il n'y a pas de business. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà. Alors, Abou me dit que son micro est désactivé. Abou, je vais réactiver rapidement. Il y a Ouattara Djibril qui dit que ça a eu un grand changement, OK, à son niveau. Merci Ouattara. Un instant, je vais activer très rapidement
le micro de Abou, peut-être qu'il s'est déconnecté à un moment donné. Oui, coach, c'est bon. OK, super. Donc, on va continuer, mesdames et messieurs. D'accord, j'ai vu un peu le retour. Hein, merci pour vos retours. Mimi depuis le Bénin. Voilà, je me retrouve très bien car je suis vraiment dans ces démarches Fodé. Oui, ouais, ça me fait reconsidérer certaines décisions. Joe Olivia, très bien, très bien. Merci. Alors, on va continuer avec, je reviens sur mes slides. Merci à vous d'être là. Mes slides. Un instant, mesdames et messieurs. C'est ce qui se passe souvent lorsqu'on vient lire les questions. Après, on perd ses... Oula, mais où ils sont passés? OK, je les ai là. D'accord. Donc, les 5 clés pour réussir. Est-ce que Abou c'est bien affiché à l'écran? Oui, coach. Très bien. Alors, la première des clés, mesdames et messieurs, c'est 5 clés, hein, vous comprenez. Ces clés-là, on les considère comme des piliers, en fait. Des piliers importants. Vous savez, en matière d'entrepreneuriat, il y a tellement de choses peut-être à faire et à savoir. L'idée à travers cette webconférence, c'est de vous donner des éléments essentiels sur la base de notre expérience, sur la base de nos recherches, sur la base également des échanges avec les entrepreneurs à succès, sur la base justement de toutes ces années d'accompagnement d'entrepreneurs qu'on a, voilà, qu'on a eu à vivre. Donc, 5 piliers pour nous qui sont importants et qui reviennent très souvent. La clé numéro 1, c'est avoir un bon mindset. OK? Pourquoi un bon mindset? Parce que l'entrepreneuriat, c'est 90% de mindset. Quand on dit mindset, c'est le terme anglais, en fait, c'est état d'esprit. L'état d'esprit. OK? Parce que c'est l'intérieur qui va déterminer ce qu'on apporte à l'extérieur. Dans l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et on a besoin de mindset, d'état d'esprit pour pouvoir supporter la longue durée dans l'action. Vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des principes, vous voyez, on vous dit quand la vie vous envoie des citrons, eh bien, il faut faire de la limonade. Mais si vous n'avez pas un bon état d'esprit, lorsque vous aurez des surprises négatives, vous allez flancher. Donc, c'est important d'avoir un bon mindset. D'accord? Un bon mindset permet de transformer les difficultés en opportunités. Un bon mindset permet de transformer les citrons en limonade. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on a un bon mindset? Avec un bon mindset, on est équilibré, on adopte une zen attitude. Avec un bon mindset, on devient plus factuel et non émotionnel. Donc, on a une bonne appréciation des problèmes, on ne se laisse pas submerger. Avec un bon mindset, on a une lucidité qui est accrue. OK? Mais qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on n'a pas de bon mindset? OK? Là, j'ai plutôt rapporté encore les éléments. Ce qu'on perd lorsqu'on n'a pas un bon mindset, on tourne en rond. OK? On tourne en rond. On est figé parce que lorsqu'on aura des éléments, OK, à transformer et qu'on n'aura pas la capacité à le faire, ben, on va rester figé et on risque donc de ne pas évoluer. Et en général, lorsqu'on n'a pas un bon mindset, on perd en responsabilité. On essaie d'accuser les autres, en fait. C'est-à-dire, on ne va pas assumer notre responsabilité de pilote, notre responsabilité de capitaine du bateau, on va plutôt accuser les autres. Donc ça, c'est ce qu'on perd lorsqu'on n'a pas un bon mindset. Donc ça, c'était la clé numéro 1, mesdames et messieurs. Notez la clé numéro 1, c'est avoir un bon mindset. La clé numéro 2. La clé numéro 2, saisir les opportunités. Les opportunités sont en réalité le catalyseur du projet. Donc, sans opportunité, il n'y a pas de solution à apporter, il n'y a pas de valeur à créer, il n'y a pas de business. Comme ça, il est important de saisir les opportunités. D'accord? Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on
on saisit des opportunités. Saisir des opportunités au-delà de vous, remplir les poches de billets vous apporte de la notoriété, de l'estime, de la renommée. Vous devenez une sorte de référence pour beaucoup. Et en plus, vous avez le potentiel de réaliser vos rêves et d'aider ceux que vous aimez aussi, impacter positivement votre communauté, votre entourage. Qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on n'arrive pas à saisir les opportunités? Est-ce que je peux avoir votre retour dans le chat? Qu'est-ce qui peut arriver si on n'arrive pas à saisir des opportunités? Ça, je vous laisse intervenir là-dessus, mesdames et messieurs. On a dit qu'on aura une séance interactive, donc il ne faudrait pas que je sois le seul à intervenir. Abou, tu m'aides avec le retour de l'audience, s'il te plaît. Oui, coach. On perd un marché. On perd un marché, oui. Selon Thio. On perd la confiance, selon Yacouba. On perd la confiance lorsqu'on n'arrive pas à saisir les opportunités, effectivement. Perte de marché, perte de confiance, oui. Est-ce qu'on a un autre retour? Il y a un ralentissement de l'évolution de l'entreprise, selon Sokona. Voilà, un ralentissement d'évolution de l'entreprise. Très bien. Le monde est versé en... Oui, selon la possibilité de développer notre business. OK. Maintenant, selon Chance, on perd la notoriété. Très bien. Merci, merci. Selon Ebiba, il y a le regret. Oui, il y a le regret. On regresse aussi, ouais, lorsqu'on ne saisit pas les opportunités. Comme nous dit bien un artiste ivoirien, Gadisseli, il dit qu'il n'avance pas, recule. Et Suleiman dit qu'on perd la gestion de son entreprise. OK. On va impacter négativement la gestion de l'entreprise. Merci, merci, mesdames et messieurs. C'est bon là, je vous sens. Je sais que vous êtes avec moi et c'est positif. La clé numéro 3, donc après la saisie d'opportunités, c'est quoi? C'est le marketing. Oula, le marketing. Enfin, un business, c'est pour gagner de l'argent. OK? À moins que ce soit une ONG. On fait un business, c'est pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, eh bien, il faut des ventes. Pour faire des ventes, il faut se faire connaître. Pour se faire connaître, il faut le marketing. OK? Donc, le marketing a une grande importance. C'est la pièce incontournable du succès d'une entreprise. C'est un pilier fondamental. Aujourd'hui, plus que jamais, le bon marketing, c'est quoi? C'est construire et entretenir des relations. Donc, ce n'est pas tant aussi de forcément chercher, comment on va dire ça, à vendre et puis se limiter seulement aux ventes. Non. Aujourd'hui, les clients, en fait, achètent des avantages. Ce n'est pas forcément un produit qu'un client achète. Ce que le client achète, c'est un avantage. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Je peux donner l'exemple, par exemple, avec les formations, c'est plus simple. Lorsque vous vous inscrivez pour une formation professionnelle, ce n'est pas tellement la formation professionnelle que vous achetez. En général, ce qu'on achète, c'est quoi? C'est une promotion. Ce qu'on achète, c'est quoi? C'est un job. Pour celui qui n'a pas de job, il dit, il faut que j'achète cette formation. Pourquoi? Pour avoir un job. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en général, les clients n'achètent pas le produit, ils achètent l'avantage qui est derrière. OK? Le problème ou les solutions à ces problèmes. C'est ça que le client achète. Il achète la satisfaction à ses besoins. C'est ça que le client achète. Vous comprenez? Donc, les clients veulent plus de valeur contre de l'argent dépensé et dans le même temps, ils apprécient qu'on leur apporte aussi de la valeur, qu'on les valorise. D'accord? Donc, il est plus profitable aussi, c'est important de le noter, de fidéliser et de capitaliser les clients actuels que de constamment essayer d'en attirer de nouveaux. D'accord? Donc, lorsqu'on a les clients, il faut bien les entretenir, il faut bien les gérer, comme on dit.
voilà, pour que voilà, ces clients-là soient fidèles, continuent à acheter chez nous et même à devenir des ambassadeurs. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on gagne lorsque on adopte les bonnes stratégies et les bonnes techniques marketing? On arrive à informer notre cible de notre existence, de nos produits, de nos services. On arrive à établir la confiance avec notre clientèle. On arrive à accroître les ventes. On arrive à développer la marque. On arrive à booster notre business. Qu'est-ce qu'on peut perdre si on n'a pas une bonne stratégie marketing et qu'on n'adopte pas les bonnes pratiques marketing? Donc, je retourne la question à l'audience. Qu'est-ce qu'on peut perdre si on n'a pas une bonne stratégie marketing? Donc, Abou, tu me donnes les retours, s'il te plaît. Oui, oui. Il y a Fodé qui dit qu'on peut perdre des clients. Effectivement, si on n'arrive pas à les fidéliser, ben, ils vont partir chez le concurrent. Oui, on peut perdre aussi des opportunités selon Yacouba. Ouais, on peut perdre des opportunités si on n'adopte pas les bonnes tactiques marketing. Ouais. Il y a Thio qui dit qu'on peut perdre des fournisseurs. Oui, pourquoi pas. C'est pas impossible. Ça peut impacter également nos fournisseurs. C'est pas impossible. Ouais. Il y a David qui dit que l'entreprise peut même fermer. Totalement. Si on n'a plus de clients, c'est qu'on ne vend plus. Si on ne vend plus, ben, l'entreprise va fermer. C'est qu'on ne gagne rien. Donc, c'est un gros risque. Voilà, il y a le risque de diminuer le chiffre d'affaires selon Chance. Bien sûr, ça va dans le même sens, ouais. Donc, voilà, c'est dangereux, la confiance des employés. C'est dangereux de ne pas avoir un bon marketing. La clé numéro 4 à la suite donc du marketing, merci mesdames et messieurs pour tous ces retours, c'est quoi? C'est le digital. Le digital. Difficile de ne pas parler de ce pilier-là à notre ère, on va dire à ces moments, à ces jours-ci. Le digital n'a cessé de prendre de l'ampleur ces dernières années. Et il est même maintenant devenu indispensable pour les entreprises de mettre en place une bonne stratégie de digitalisation. On a vu toute, on va dire, la dynamique qu'a causé la COVID-19, qui a accéléré voilà, tout ce mouvement-là vers le digital. Et ça, c'était un des points en griffe positifs de la crise. Et donc, on est vraiment dans ce contexte-là. Donc, pour une PME, surtout pour une petite entreprise, une entreprise de petite taille, donc micro, moyenne, petite ou moyenne, le digital est un grand support pour les actions marketing. Donc, on vient de parler de marketing. Le digital est un grand support pour les actions marketing. Pourquoi? Parce que le digital va permettre de générer des informations qui vont aider ces entreprises, ces PME, ces petits business à comprendre leurs clients et à évaluer l'efficacité des campagnes marketing qui sont lancées. Donc, ceci est une valeur inestimable pour les entreprises de petite taille qui, très souvent, ont des budgets limités, ont des budgets modestes. OK? On se retrouve aujourd'hui, ce soir, en train d'échanger ensemble d'horizons divers, du Sénégal, du Congo, du Cameroun. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la merveille du digital, c'est la magie du digital. Il faut en profiter, les gars, il faut en profiter, mais il faut connaître les méthodes et les outils pour pouvoir en profiter au maximum. Ce qu'on gagne avec le digital, c'est quoi? C'est l'automatisation des processus, c'est l'innovation. Avec le digital, on peut innover. Avec le digital, on fait des économies de coûts. On peut travailler à distance, OK? On peut initier du travail collaboratif. On peut faire de la prospection de manière plus efficace. On va atteindre un public plus large avec moins d'efforts, OK? Vous savez, je fais beaucoup de sessions en ligne. Je fais beaucoup de sessions en ligne. Et pour moi, je vis au quotidien cette magie, du digital, de pouvoir toucher dans des pays où j'ai jamais mis les pieds,
des personnes. Et ça, c'est ce que le digital permet de faire. Vous voyez, on est là, on échange ensemble, voilà. Et ça, c'est ce que le digital permet de faire et à des coûts basiques. Et donc, l'accroissement des ventes également, ça, c'est ce que le digital permet de faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut perdre si on n'utilise pas le digital comme il le faut? Abou, c'est ton micro qui est ouvert? Non, non. J'entends un bruit derrière. Je pense que c'est Fatou. J'entends, mais ce n'est pas à mon niveau. Il y a un bébé qui veut prendre la parole. Effectivement, j'entends des bruits, mais ce n'est pas à mon niveau. Je crois pas que s'il y a un c'est autre micro. Fatou. Ouais, c'était Fatou. C'est Fatou. Ouais, je l'ai désactivé. OK. Alors, donc, la question que je posais, c'est qu'est-ce qu'on peut perdre? Voilà. Oui, il y a Si- Denise qui dit que la baisse du chiffre d'affaires, lorsque, voilà, sans la digitalisation. Et il y a Thio qui dit la visibilité qu'on peut perdre. OK. Et il y a Foudé qui dit une audience et une visibilité de notre activité. OK. Très bien. Et il y a Thio qui dit des clients aussi. Ouais, on peut perdre des clients aussi, ouais. Ouais, et on perd des opportunités, en fait. Lorsqu'on reste en marge du digital, on perd des opportunités énormes. C'est extraordinaire ce que le digital nous offre aujourd'hui. Et pour nous qui sommes en Afrique, on doit pouvoir en profiter au maximum. Pourquoi? Parce que l'Afrique a un grand taux de pénétration du digital, du numérique. Voilà. Des taux inégalés dans le monde. Donc, tout ce qui est mobile money, vous voyez comment ça a beaucoup évolué ici en Afrique. Voilà. En moyenne, hein, on va dire beaucoup plus que 2 portables par personne lorsqu'on fait souvent certaines statistiques dans certaines zones en Afrique. Donc, vous voyez, nous sommes des personnes connectées. Et ça, c'est un atout important. Et c'est un avantage pour les entreprises, pour les entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs aguerris ou les entrepreneurs aspirants. Donc, il faut en profiter au maximum. All right. Alors, je reviens sur mes slides. Désolé, j'ai une petite manipulation. J'essaie de retrouver là. Voilà, je crois que là, c'est bon. Alors, je vais terminer avec cette clé, mesdames et messieurs. C'est la clé numéro 5. La clé numéro 5, se faire accompagner. Alors, je rappelle les clés que nous avons vues. Nous avons vu le mindset, nous avons vu les opportunités, saisir les opportunités. Nous avons vu le marketing, la clé numéro 3. La clé numéro 4, le digital. Mais la clé numéro 5, c'est par celle-là que je vais terminer, se faire accompagner, se faire coacher. 8 avantages de se faire coacher, mesdames et messieurs. Le premier avantage, c'est quoi? C'est réaliser sa vision et ses objectifs. Beaucoup d'entrepreneurs ont des objectifs qui sont souvent très grands, très aérés, féeriques même souvent, mais il est crucial d'être réaliste. Il est important d'examiner ces données historiques lorsqu'on est déjà engagé dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a les données historiques qu'on peut regarder et se fixer des objectifs, comme on appelle toujours des objectifs qui sont SMART, spécifiques, mesurables, mais qui sont accessibles et surtout réalisables dans un temps bien défini. Donc, lorsqu'on se fait accompagner, lorsqu'on a un business coach, ce business coach peut vous aider à atteindre ces objectifs qui sont SMART. Plus important encore, le business coach va s'assurer que vos objectifs sont réalistes et qu'ils sont précis et que vous n'êtes pas évasif. OK? Et un petit conseil qu'on peut vous donner déjà, c'est de créer des objectifs à long terme, OK, qui vont vous profiter à vous-même, à votre entreprise, mais aussi à votre vie d'entrepreneur. Le deuxième avantage, c'est gagner en perspective. Lorsque vous faites coacher, vous allez gagner en perspective. Qu'est-ce qu'on veut dire? Le business coach, en fait, donc votre coach, si vous voulez, il ne va pas prendre
il ne prend pas les décisions. Ce n'est pas lui qui doit prendre les décisions. Ce n'est pas lui qui va produire les résultats. Mais son rôle est de bien découvrir les tenants et les aboutissants de votre business afin de pouvoir vous fournir des informations et des conseils sur chaque étape ou bien chaque mouvement que vous faites. Donc, un bon coach va vous aider à identifier les principaux défis, à prendre des décisions judicieuses, à vous concentrer sur les projets rentables et à développer des stratégies qui vous feront passer votre entreprise à un niveau supérieur. Vous comprenez? Donc, les coachs, eux, ils créent un impact en redirigeant votre perspective sur la bonne voie lorsque vous êtes en train d'aller dans des voies qui ne sont pas celles sur lesquelles vous devez aller. Donc, ils changent votre façon de penser et d'agir pour le mieux. Et cela donne généralement d'excellents résultats. Le troisième avantage, c'est avoir une feuille de route claire. Donc, lorsque vous avez un business coach, OK, ce n'est pas la même chose lorsque vous avez des amis ou de la famille à qui vous demandez conseil. OK? Donc, bien que les amis et la famille soient bien intentionnés, à moins qu'ils n'aient bâti une entreprise prospère, rentable, ils ne comprennent pas forcément ce que vous traversez. OK? Donc, et il est donc important plutôt de s'appuyer sur un business coach, d'accord, qui a de l'expérience, OK, qui a déjà vécu, qui a un petit vécu, d'accord, et c'est celui-là qui va vous aider donc à établir une feuille de route claire, que vous allez pouvoir suivre et mettre en œuvre pour développer votre business, d'accord. Donc ça, c'est très important. Ce dont vous pouvez profiter d'un business coach, c'est de son expérience, OK, des erreurs qu'il a déjà vécues lui-même ou bien qu'il a pu observer auprès d'autres entreprises, de telle sorte que pour vous, ce soit plutôt un raccourci que vous preniez en vous faisant coacher. Donc ça, c'est l'avantage numéro 3, avoir une feuille de route claire. L'avantage numéro 4, améliorer ses compétences. OK? Peu importe depuis combien de temps vous êtes en affaires, vous continuerez toujours d'apprendre. Il y a ce dicton qui dit que tant qu'on marche, les bras n'arrêtent pas de balancer. Donc, c'est vital pour votre développement de vous former. C'est vital pour le succès de votre entreprise de continuer à vous former. Donc, le business coach est là pour vous aider à améliorer vos compétences. Donc, d'abord, un business coach va identifier comment vous travaillez, comment vous apprenez, comment vous interagissez avec les autres. Et il va vous dire, voici ce que vous pouvez faire, OK? Et ça, vous le faites aussi ensemble. Hein? Vous devez identifier quel domaine vous avez à améliorer, OK? Quelles sont les difficultés de communication que vous avez? Est-ce que c'est la gestion de projet aussi sur laquelle vous devez être formé? Est-ce que c'est en team management que vous devez vous former, en gestion d'équipe, etc. Donc, le coach sera là pour vous guider, pour vous instruire, offrir des encouragements aussi et des directives aux besoins, mais vous aurez la liberté et l'autonomie nécessaire pour progresser et atteindre vos objectifs. Cinquième avantage, augmenter sa confiance. En tant qu'entrepreneur, vous avez probablement traversé beaucoup de choses dans votre vie personnelle ou professionnelle, hein, même en tant que porteur d'idées. Si vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore lancé, vous avez une expérience. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas laisser les expériences négatives venir vous empoisonner et prendre le dessus. Donc, le coach, le business coach, va vous offrir un espace inestimable pour le développement personnel et puis l'accompagnement. OK? Donc, que vous démarrez votre entreprise ou que vous soyez un propriétaire d'entreprise chevronné, le business coach et le coaching vont vous apporter un soutien et vous encourager à aller de l'avant avec le temps. Vous apprendrez à vous faire confiance pour diriger avec confiance. Vous dirigez vous-même avec confiance et puis relever les défis. Sixième avantage, c'est quoi? C'est améliorer la performance et la rentabilité. OK? Améliorer la performance et la rentabilité. Alors, le leadership, en fait, affecte la performance des employés. OK? Donc, votre leadership va affecter la performance des employés. Donc, une équipe qui est démotivée, elle est susceptible de produire un travail de qualité inférieur et peut affecter la fidélisation des clients et éventuellement la rentabilité. Donc, si vous avez du mal à gérer, à communiquer efficacement avec vos équipes, avec vos employés,
cela peut avoir un impact sur les performances et leurs résultats. Donc, pour être un leader efficace, vous devez comprendre vos forces, vos faiblesses et ce qui vous motive. Donc, le coaching, le business coach est essentiel au développement personnel. Donc, les business coachs offrent des idées ou des conseils de gestion, de leadership. Ils peuvent vous aider à trouver le style de leadership qui vous convient. OK? Les employés qui travaillent sous de grands leaders ont en général tendance à être plus satisfaits, plus productifs, connectés à leur organisation. Et cela a un impact positif sur l'évolution de l'entreprise. Le 7e avantage, c'est améliorer son leadership. Donc, on a parlé de leadership également tout à l'heure. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir sur vous-même, en vous-même. Donc, le coaching individuel ou de groupe va vous aider à clarifier vos objectifs, à élaborer une stratégie gagnante et à mettre en œuvre un plan d'action susceptible d'augmenter vos revenus. Pour terminer, se tenir responsable, se sentir responsable, la responsabilité est extrêmement vitale pour le succès de votre petite entreprise ou de votre entreprise, moyenne entreprise. Donc, l'objectif du business coach sera de vous emmener d'un point A à un point B. Et vous, votre objectif sera d'obtenir un rendement, un retour sur investissement, parce que s'il fait un travail, vous devrez payer le coach. Donc, le retour sur investissement, c'est le rendement que vous allez rechercher. D'accord? Mais si vous gaspillez votre argent, si vous dépensez que vous ne mettez pas, vous n'exécutez pas les conseils que le business coach vous donne, ben ce sera peine perdue. OK? Donc, non seulement un bon coach vous mettra au défi de penser plus large, d'essayer de nouvelles idées, de prendre des risques, mais il vous tiendra également responsable des décisions que vous allez prendre et des résultats que vous aurez au final. Donc, 8 avantages de se faire coacher, mesdames et messieurs, c'était pour vous montrer l'importance de ce pilier-là, donc se faire accompagner de cette clé-là. Donc, les 4 autres clés, ou pour les 5 clés, pour tout résumer, on a dit le mindset, clé numéro 1, clé numéro 2, saisir les opportunités, clé numéro 3, adopter les bonnes stratégies, les bonnes techniques marketing, clé numéro 4, le digital, en profiter au maximum, savoir en profiter, et la clé numéro 5, c'est se faire coacher. Et pour, donc, vous, si vous avez compris tout cela, mesdames et messieurs, pour profiter donc des avantages de ces 5 clés, pour arriver à exécuter ces 5 clés, on a concocté pour vous un programme, OK, qu'on appelle le programme d'accompagnement et de coaching